Mon petit padawan, quand on commence la boxe, on fait tous les mêmes erreurs. Le problème, c'est qu'il y en a certaines qui sont assez évidentes, mais il y en a d'autres qui sont plus subtiles et pourtant hyper importantes pour éviter de galérer pendant des années. Dans cette vidéo, je vais te montrer 9 des erreurs les plus fréquentes que j'ai vues dans mes cours et surtout, comment y remédier. Allez, on attaque tout de suite avec la première erreur, c'est de croire que la boxe anglaise, c'est que les bras. En réalité, la boxe anglaise, c'est dans l'ordre pour moi les jambes, le buste et en dernier les bras. Et quand on est débutant, on se dit en boxe anglaise on n'utilise que nos bras pour frapper, donc je vais me concentrer sur ce qui se passe au niveau de mes bras et c'est une grosse erreur. Donc ce qu'il faut que tu fasses absolument, c'est d'abord travailler sur tes déplacements, tes appuis, ton aisance, ta mobilité, te sentir bien ici, tu vois, sur tes appuis, avoir à la fois donc un mélange de stabilité pour générer de la puissance et de mobilité pour gérer la distance et être capable de faire tout un tas de choses techniques qui vont partir depuis le bas. Et puis surtout, quand on analyse un mouvement, une frappe de boxe, si tu veux, l'énergie, elle remonte, c'est-à-dire qu'elle commence du bas. Si je veux envoyer un direct de l'arrière, là, je vais commencer du bas, je ne vais pas envoyer mon bras en premier en réalité. Je vais commencer par pousser dans ma jambe pour tourner ici. Ensuite, ça va se propager en remontant dans ma hanche, dans mon buste, puis l'épaule, puis ensuite le poing qui part. Et le retour, c'est la même chose. C'est je tire en ramenant mon pied, boum, et je reviens. Donc ça part du bas, ça passe par les jambes, le buste et ça se transmet ensuite au bras. Donc hyper important. Ce que tu peux faire aussi et ça va améliorer d'autres problèmes, mais c'est travailler sur tes mouvements de buste. Donc ça peut être simplement te mettre dans ta garde, pour l'instant sans les bras levés, et juste travailler déjà des mouvements d'esquive, hop, les retraits, ce que tu veux, mais voilà, essayer d'être relâché et commencer à bouger ton buste et faire passer une épaule puis l'autre devant, des retraits, se baisser, se relever, d'accord? Mais pour l'instant, sans déplacement, pour se concentrer là-dessus et essayer de trouver de la fluidité, du relâchement dans ces mouvements de buste. Ça te permettra aussi de vérifier si tu as une bonne position, parce que souvent, quand on n'est pas bien positionné, quand on va commencer à faire des esquives par là, on va avoir un petit déplacement de la jambe. Donc théoriquement, si tu as une bonne position au niveau de tes appuis, tu vas réussir à bouger ton buste sans perdre d'équilibre, sans avoir à réajuster tes appuis. Donc ça, c'est vraiment des étapes hyper importantes. Et une fois que tu as ça, en fait, ça va aider tout le reste de ta boxe. Deuxième erreur, c'est de frapper trop en force. On pense que frapper tout de suite, il faut mettre de la force, donc il faut se contracter, on associe ça dans sa tête, mais souvent c'est une grosse erreur. Déjà, pour produire de la puissance, c'est force et vitesse, donc il faut avoir de la vitesse et souvent quand on va mettre trop de force, qu'on va se contracter trop, on va perdre beaucoup en vitesse, donc on va perdre beaucoup en puissance, mais surtout, ça ne va pas nous permettre d'avoir une boxe fluide. Donc moi, l'image que j'aime bien me donner et donner à mes élèves, une image mentale, et qui est une image physique en réalité aussi, c'est de penser qu'on va lancer ses poings. C'est pour ça que j'ai pris une balle. C'est très simple, tu peux t'entraîner simplement déjà, te rappeler, si tu te rappelles plus ce que c'est de lancer une balle, hop, retrouver le mouvement du lancer. Tu vois, quand tu lances une balle, tu fais ça de manière un peu facile, tranquille, hop, tu viens et tu rattrapes et il n'y a pas d'effort, il n'y a pas un gros effort. Si tu veux l'envoyer plus loin, plus fort, souvent tu vas mettre plus de vitesse, mais on va pas avoir un mouvement hyper crispé comme ça. On sait que très bien, si c'est crispé, ça n'ira pas loin. Donc déjà, tu peux travailler avec ta balle de tennis et travailler un peu du lancer, sans chercher à ce que ça ressemble à de la boxe. Et ensuite, tu peux t'entraîner à faire ça dans un mouvement qui va ressembler plus à de la boxe. Donc ça peut être ton direct de l'arrière que tu viens lancer puis rattraper. Tu vois, mais je ne mets pas d'effort. Je cherche pas à faire fort ou quoi que ce soit. Juste, j'envoie, je prolonge bien mon mouvement et j'envoie de manière vraiment hyper relâchée, sans chercher, sans avoir un objectif de vitesse, de puissance ou quoi que ce soit. Mais ça va me permettre d'enregistrer dans mon corps que je lance mon bras. Je lance mon bras, d'accord? Et je le lance et je le ramène. Okay, et ça va changer énormément aussi ta boxe parce que je vois des gens qui parfois restent bloqués des mois ou des années à boxer hyper rigide comme ça, à pas trouver la fluidité. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'arrive pas à être fluide, mais une des principales, c'est
le manque de relâchement et ce côté lancé un peu élastique dans les frappes, à trop chercher la contraction musculaire. Erreur numéro 3, tu prends ta garde pour un bouclier. Ça, c'est un truc que je vois tout le temps. Alors déjà, c'est des erreurs, on va dire, techniques, mais c'est aussi un peu dans la tête, c'est la peur des coups, on n'est pas à l'aise. Et donc, on va faire une garde qui va être souvent trop loin devant le visage, d'accord? Donc les bras levés souvent trop haut, donc on découvre trop le corps, et éloigné du visage, ce qui fait que à l'impact, boum, ça vient cogner comme ça le visage, et surtout c'est une autoroute pour les crochets sur le côté, parce que là on ne protège pas du tout le côté, mais c'est se dire, voilà, pour ça que j'appelle ça un bouclier, c'est je veux mettre un bouclier entre moi et l'autre, d'accord, ou entre moi et ses frappes, mais ça laisse des grosses ouvertures sur le côté. Et souvent, en plus, c'est une garde qui est hyper rigide, où on est tout tendu comme ça, alors qu'une bonne garde, ça doit être fluide, ça doit être en mouvement. Une bonne garde, c'est pas quelque chose de bloqué comme ça. Une bonne garde, c'est en mouvement. On va pouvoir rentrer sa tête quand nécessaire, mais la garde, elle est tout le temps en mouvement. Ça a plein de bénéfices, d'autres dont je parlerai plus tard, parce que ça m'amènera à une autre erreur. Mais voilà, d'apporter du mouvement et du relâchement dans sa garde et juste savoir rajouter un peu de contraction, un peu plus serré quand c'est nécessaire. Mais il n'y a pas besoin en tout cas de mettre devant comme ça. Il faut que ce soit plutôt sur les côtés et resserrer un petit peu. Donc pas complètement de face, pas complètement sur les côtés, entre les deux. Ici, d'accord? Et on essaie de protéger à la fois son corps et sa tête. Donc pour ça, on va devoir se raccourcir au niveau du buste. Donc on va rabaisser comme ceci, comme si on voulait rentrer le ventre et raccourcir son buste pour protéger à la fois la tête et le corps. Une autre erreur sur la garde, c'est de se dire que c'est son bouclier et que du coup, quand on attaque, on met son bouclier et on attend que l'orage passe. Non, la garde, elle est là, effectivement, pour te protéger, mais n'oublie pas de te déplacer quand on t'attaque. Si tu restes sur place, l'autre, il va pouvoir continuer et continuer et continuer à t'attaquer. Donc, peut-être tu t'es fait surprendre ou tu t'es fait avoir après un enchaînement, tu protèges et tu te déplaces très rapidement. Ne reste pas à faire le sac de frappe. Erreur numéro 4, se concentrer sur les mauvaises choses, notamment sur le travail de force et de vitesse. Souvent, on associe on va dire le progrès à frapper plus vite, frapper plus fort. Et donc, on a envie de progresser vite et on se concentre là-dessus. En réalité, le plus important quand on débute, c'est d'avoir une belle technique, une technique correcte. Et pour moi, une technique correcte, ça sera une technique qui va être belle. Et c'est d'avoir une belle boxe, d'accord? Il faut considérer ça comme de l'art aussi, d'accord? C'est quelque chose, c'est pas juste taper sur quelqu'un, ça va bien plus loin que ça. Il doit y avoir une recherche quand même de beauté du geste, on appelle ça le noble art, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment ça, il y a une partie artistique. Moi, il y a vraiment des boxeurs, je trouve vraiment magnifiques à voir boxer. Et donc, il faut avoir cette recherche-là dès le début. Essayer de faire les choses bien. Pourquoi? Parce que c'est toujours beaucoup plus dur de revenir en arrière et de corriger ses défauts et de les avoir ignorés parce qu'on voulait frapper vite et fort dès le début. On a pris des mauvaises habitudes et après on a du mal à s'en débarrasser. Donc, concentre-toi sur la technique, le geste. Et quand tu commences à maîtriser le geste, progressivement, tu vas augmenter la vitesse. Pas à 100% tout de suite. Tu augmentes un petit peu, tu vois si ta technique elle résiste à l'augmentation de vitesse. Puis encore, puis encore, puis encore. Et tu vas tester ça jusqu'à peut-être 100% de vitesse. Quand tu es à 100% de vitesse, là tu vas te dire, tiens, maintenant j'aimerais rajouter un peu plus de puissance. Donc je vais commencer à rajouter de la puissance. Tu vois, mais pour moi, dans l'ordre, ça va être technique d'abord, vitesse ensuite, puissance en dernier. Pourquoi puissance après vitesse? Parce que je dis souvent, ça sert à rien d'envoyer des boulets de canon si tu ne touches pas. La priorité, c'est de toucher. D'accord? Que ce soit puissant ou pas, ce qu'il faut, c'est réussir à toucher l'autre. Il y aura toujours un minimum de puissance. Mais vaut mieux toucher moins fort que ne jamais toucher en frappant fort dans le vide. Avant de continuer, je voulais te dire un truc. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça fait des années que j'ai désactivé les publicités sur mes vidéos YouTube. Je refuse les demandes de sponsoring. Mais par contre, je vais faire quand même mon auto-promo
pour ma plateforme, le Jedi Club. C'est le Netflix des arts martiaux, des sports de combat qui retrouve des entraînements complets à suivre en temps réel, aussi bien pour les débutants que les avancés, en boxe anglaise, en kickboxing, donc différentes formes de boxe pied-point, en Wing Chun, en prépa physique, souplesse, mobilité. C'est des entraînements qui t'as pas à te prendre la tête. Si tu veux t'entraîner en solo et progresser rapidement, tu as juste à suivre mes entraînements qui sont structurés de manière à t'amener à une vraie progression. Tu peux faire un essai gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description. Fonce. Erreur numéro 5, c'est sortir sa tête, notamment quand tu attaques. Ça, je vois pas mal de débutants qui ont plus ou moins compris qu'il fallait rentrer sa tête. Le problème, c'est qu'ils sont en garde, ils ont la tête rentrée, et dès qu'ils attaquent, ils sortent la tête. Et je sais que c'est quelque chose de très difficile à corriger, mais il faut prendre l'habitude de regarder par en dessous. Moi, ce que j'avais dit, c'est le test, c'est de pouvoir voir son pied comme ceci, d'accord? Et de là, je sais que je peux voir mon pied, je suis bien positionné. Si j'ai du mal à voir mon pied, c'est que j'ai la tête qui est trop droite, d'accord? Il y a l'exercice après de la balle de tennis qu'on peut mettre en dessous. Je le trouve pas génial, d'accord? Et sinon, tu peux aussi faire des séances de shadow où tu te filmes et puis tu analyses à quel moment tu as tendance à faire ça. Mais voilà, c'est ce côté de se dire, je me mets en boule un peu, je me mets en garde, je me sens protégé, allez, c'est à moi d'attaquer. Là, je me déplie au niveau du bus, je me grandis et je sors la tête comme ça. Et c'est là qu'on prend des mauvais coups parce que la tête est plus protégée, les zones de danger sur ta tête sont plus protégées. Et tu ne vas pas prendre de plaisir et tant que tu n'arrives pas à régler ce problème, ce sera compliqué pour moi. Tu vas prendre des coups au mauvais endroit et ça risque vraiment de freiner ta progression. Erreur numéro 6, frapper sur place. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans les sparring, on va travailler ces enchaînements sur place, d'accord? Il faut faire l'effort. Tu travailles avec un partenaire, si tu travailles au pas d'ours, tu travailles au sac, tu travailles en shadow, peu importe la situation, d'avancer au moins sur la première frappe. Boum, boum, ok? Et souvent sur la deuxième, tu vas suivre, tu es là, 1, 2. Il faut que la jambe arrière suive et être capable aussi d'avancer plusieurs fois, même avec ton bras avant. Tu fais du jab et ensuite un cross. Donc j'ai avancé 2 fois sur le jab pour réussir à couvrir la distance. Parce qu'il ne faut pas compter sur le fait que dès que tu attaques, l'autre il va faire la boule et il va se laisser frapper et faire le sac de frappe, comme je te disais tout à l'heure. Non, la plupart du temps, quand tu vois quelqu'un qui avance vers toi pour t'attaquer, soit tu le contres, soit tu t'en vas. Et si toi, tu n'es pas capable d'avancer, ou tu es capable d'avancer qu'une seule fois, ça va être un vrai problème. Souvent, qu'est-ce qui fait aussi qu'on n'arrive pas à avancer en frappant? C'est qu'on tombe sur l'avant sur sa première frappe. Donc soit j'avance pas et donc pour compenser mon manque de distance, je vais me pencher comme ça pour essayer de toucher, ou alors j'ai réussi à avancer ma jambe avant, mais pareil, je me suis penché dessus et après il y a tellement de poids dessus qu'on va avoir du mal à la déplacer et on va pas réussir à avancer une deuxième fois. Donc ça, il faut penser à corriger ces choses-là, mais c'est aussi une question d'habitude et de manière de s'entraîner. Si dans tes entraînements, tout ce que tu fais, c'est sur place, à chaque fois que ta première attaque, elle se fait sur place, c'est une habitude que tu prends et quand tu dois changer cette habitude dans un autre contexte, comme des drills, des sparring à thème, des sparring, tout ça, tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas comprendre pourquoi. Donc prends l'habitude à l'entraînement, quel que soit le type d'entraînement que tu fais, d'avancer au moins sur ta première frappe et de t'entraîner idéalement à avancer plusieurs fois. Erreur numéro 7, c'est encore lié au déplacement. Je t'ai dit que les jambes, c'était ce qu'il y avait de plus important en boxe, c'est ne pas se déplacer après avoir frappé. On a vu qu'il fallait avancer pour frapper, mais il faut aussi ne pas rester sur place après avoir attaqué, que ce soit une attaque ou un combo. Et c'est souvent un truc que je vois avec des personnes qui me disent « je ne comprends pas, à chaque fois que j'attaque, je me fais contrer ». Et oui, forcément, si tu attaques et que tu fais « pa, pa, pa » et tu restes sur place, en fait, c'est un peu tu rentres dans ce qu'on appelle le ping-pong, où tu vas rester sur place, tu restes en face de l'autre, l'autre il sent que tu as terminé, il y va, tu es à distance, il a juste à tendre ses bras pour te toucher. Donc non, il faut prendre cette habitude de rentrer, ressortir, bouger, se déplacer, pam, 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 tu ressors, tu te désaxes, il faut être mobile. Si tu veux pas te faire toucher, avance quand tu attaques et barre-toi après avoir attaqué. Erreur numéro 8, attaquer
sans préparer. Alors qu'est-ce que j'appelle préparer? Ça va être en fait des mouvements dont je t'ai parlé, ça peut être des mouvements de buste, voilà, il faut qu'il y ait du mouvement au départ. L'erreur que je vois souvent sur ça, c'est que quand on est débutant, donc j'ai dit, on a souvent la garde trop rigide, donc il y a une garde comme ça qui est levée, on est un peu crispé, on bouge pas beaucoup, et quand on bouge, c'est pour attaquer. Donc ce qui veut dire que très rapidement, celui qui est en face qui va dire « Ok, lui c'est facile, dès qu'il bouge, c'est pour m'attaquer. » Donc dès que je le vois bouger, soit je cherche à le contrer, soit je m'en vais et il va réussir à me toucher 0 fois sur 100, 0% de réussite, d'accord? Donc ce qu'il faut, c'est qu'on te voit moins venir, et pour qu'on te voit moins venir, eh ben, il faut que tu mettes du mouvement dans ta garde, du mouvement dans ton buste, du mouvement dans tes déplacements, d'accord? Mais il faut que tu sois tout le temps en mouvement, et je te parle même pas de faire réellement des feintes. Après, les feintes, c'est un niveau au-dessus, et pour moi, c'est pas spécialement un sujet pour les débutants, mais c'est déjà d'essayer d'être voilà, un peu en mouvement, la garde fluide qui bouge, le buste qui bouge, tu cherches avec ta tête les ouvertures, tu avances, tu recules, tu te décales, tu te relâches, tu reviens, d'accord? Mais il faut qu'il y ait du mouvement, sinon c'est beaucoup trop facile de détecter quand tu attaques, et si on te voit arriver, eh ben, 1, soit ton attaque elle marche pas, ou 2, tu te fais contrer. Erreur numéro 9, ça va pas faire plaisir à tout le monde, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi sur ça. Mais pour moi, si tu fais toutes ces erreurs, que tu n'as pas réussi à les régler, faire du sparring, ce sera la 9e erreur pour moi. Parce que faire du sparring, quand on n'a pas en fait tous ces fondamentaux en place, ça ne sert pas à grand chose. C'est souvent pas une expérience très positive. Alors on peut, on va dire, travailler son mental, peut-être devenir un meilleur bagarreur, mais pas réellement devenir un meilleur boxeur. Pour moi, c'est pas pareil être bon à la bagarre qu'être un bon boxeur. Il y a de l'art, comme je te l'ai dit, dans la boxe, et la bagarre, il n'y a pas spécialement de l'art. Donc, prends ton temps. Voilà, moi, ce sera mon conseil. Je sais que ça va pas toujours dans le sens de ce que les gens ils aiment. Il y en a qui viennent au sport de combat parce qu'ils ont envie de l'opposition, ils ont envie de se taper sur la gueule, il faut dire ce qui est. C'est cool de se taper sur la gueule, mais il faut que ce soit constructif. Et surtout, pour moi, c'est un peu comme essayer de courir alors qu'on n'arrive même pas à marcher, tu vois. Donc, d'abord, marche, sois bon sur la marche, sois endurant, sois efficace. Et ensuite, tu vas pouvoir essayer de faire ton sprint. Et là, ce sera vraiment la même chose. Je te dis, si en fait, tout ce que je t'ai listé et toutes les implications qu'il y a derrière, c'est-à-dire tu as la tête qui sort quand tu attaques, tu vas prendre des mauvais coups, tu n'arrives pas à mettre de mouvement avant d'attaquer, donc on va devoir venir à chaque fois, donc ça ne va pas marcher. Enfin, il n'y a rien qui sera réellement positif dans cette expérience de faire du sparring, alors que tu n'as pas réussi à avoir les minimums. Pour moi, tout ce que je viens de te dire, en fait, c'est en quelque sorte une checklist des minimums avant de faire du sparring, des minimums à maîtriser. Donc voilà, j'espère que ça a du sens pour toi. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Je le sais, j'ai donné des cours pendant 20 ans, donc je le vois bien, les élèves, ils ont envie de faire du sparring. Et quand tu es dans un cours tout niveau où il y a des gens qui arrivent, des nouveaux, il y a des plus anciens et tout, c'est dur de dire aux anciens on ne fait pas de sparring. Et en pratique, parfois, moi-même, je n'ai pas toujours respecté mon conseil. Je sais qu'en début de saison, j'avais tendance à ne pas faire de sparring tout de suite. Des fois, pendant 2 mois, on ne faisait pas de sparring pour laisser le temps aux débutants, voilà, d'essayer de régler un maximum des problèmes que je viens de te montrer. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin avec mon approche, mes méthodes d'entraînement, tu as le Jedi Club, c'est une plateforme d'entraînement, c'est une sorte de Netflix des sports de combat. Il y a des entraînements à suivre avec moi en temps réel qui sont organisés sous forme de programmes et de thèmes. Donc voilà, il y a vraiment pour tous les niveaux. Le gros avantage, c'est que l'entraînement solo, ça te permet de progresser, que tu sois en club ou non. Tu vas pouvoir t'entraîner autant de fois que tu veux, autant de fois que tu peux, au moment qui t'arrange le plus pour toi, en fonction de ton emploi du temps. Il y a parfois, aller en club, ça peut être compliqué pour certaines personnes en fonction de la vie professionnelle, de la vie de famille. Et donc le Jedi Club est là pour permettre au plus grand nombre de pouvoir s'entraîner et progresser et surtout prendre un maximum de plaisir. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.